pas nasi. Tu ne peux même pas faire l'économie. Tu ne peux- Bonjour et bienvenue sur Immigration FM, radio émettant depuis Montréal au Canada. Dans le cadre de notre émission hebdomadaire de ce samedi 15 novembre 2025, nous recevons Orly Moulanga Palombe, gestionnaire du réseau en immigration francophone de la Colombie-Britannique, RIFCB. Vivre et travailler en Colombie-Britannique, c'est avec Orly que nous allons revisiter ce parcours francophone. Un entretien exclusif sur les enjeux et les réussites de l'immigration francophone dans l'Ouest canadien. Une diversité inspirante de la diversité culturelle et plus précisément le multiculturalisme, l'inclusion et la force de la francophonie. Le tout relais par le réseau en immigration francophone de la Colombie-Britannique qui a tenu le 7 novembre 2025 son premier sommet en immigration francophone sur le thème « Cultiver la connexion et renforcer la rétention ». Cet événement en quoi les organisateurs étaient l'occasion de rassembler les membres du RIFCB autour de réflexions, d'échanges et de bonnes pratiques visant à soutenir le parcours d'intégration francophone en Colombie-Britannique. Pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants de ces rencontres au sommet et d'autres réalités liées à l'immigration dans cette belle province anglophone du Canada, nous avons le plaisir d'accueillir en direct sur nos antennes depuis la Colombie-Britannique Madame Orly Moulanga Palombe qui, désolé, se trouve présentement en Afrique dans son pays, à Kinshasa, la RDC. Bonjour Orly. Bonjour Norbert. Comment se passe le séjour en Afrique, plus précisément en RDC? Très chaleureux. Le séjour se passe très bien. Je viens à peine de commencer le séjour, donc je suis très contente d'être ici chez moi finalement, Excellent. après toutes ces années. Le Ouais. retour aux sources, hein, c'est important. Oui, c'est très important. Le retour au pays natal, c'est très important de recevoir cette chaleur venant de sa famille, de se sentir qu'on est chez soi. C'est très important, ouais. Mais avant d'aller plus en profondeur, permettez-moi de vous présenter notre invité. Originaire de la République démocratique du Congo, Orly possède une solide expérience en développement communautaire et en gestion de projets. Elle coordonne la mise en œuvre de la planification stratégique et des ententes avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et assure un espace de concertation, de collaboration et de coplanification entre partenaires communautaires et en immigration. Engagée pour la justice sociale, l'équité et l'inclusion, elle œuvre à une intégration francophone inclusive et équitable, valorise la diversité culturelle des communautés et contribue à la consolidation du parcours d'intégration des personnes immigrantes en Colombie-Britannique. Les questions des auditrices et des auditeurs sont les bienvenues. Vous pouvez la poser via notre page Facebook ou en utilisant notre numéro WhatsApp affiché au bas de l'écran. Bien entendu, notre invitée n'est ni avocate, ni consultante en immigration canadienne. Cela dit, rebonjour Orly. Rebonjour Norbert. Comment se portent les immigrants francophones en Colombie-Britannique? Les immigrants francophones en Colombie-Britannique se passent très bien, surtout après avoir passé la Semaine nationale de l'immigration. Je peux que dire on se porte bien. Votre organisme, qui, rappelons-le, est un organisme à but non lucratif, a organisé le 7 novembre 2025 son premier sommet en immigration francophone sur le thème cultiver la connexion et renforcer la rétention. Deux mots-clés, Orly, connexion et rétention. Oui, Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? oui, c'était important pour nous de pouvoir réunir les intervenants, les acteurs clés en immigration francophone qui tous les jours travaillent justement pour faire avancer la cause de l'immigration francophone en Colombie-Britannique, se poser des questions, discuter sur les enjeux du secteur, sur cette thématique de comment cultiver cette connexion entre intervenants communautaires, entre immigrants, entre communautés, de telle en sorte que nos communautés se sentent les bienvenus, accueillis
et surtout appuyer et accompagner. Et aussi réfléchir autour de la rétention tout en se posant des bonnes questions, de se dire, OK, la Colombie-Britannique veut attirer des francophones, mais comment le retenir? Donc, c'était les questions qui ont été à l'ordre du jour lors de cet événement, un grand événement qui est une première pour nous en Colombie-Britannique. Et voilà, c'était une participation massive et c'était la joie de tout le monde de pouvoir partager des expériences, écouter aussi les histoires de vie, les parcours des immigrants qui sont venus, qui étaient en personne, des bénéficiaires et de ces acteurs. C'était simplement fantastique. Très bien, il faut rappeler que la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique est le porte-parole officiel de la communauté. C'est des organismes francophones de la province au service de plus de 330 000 personnes d'expression française. Cette Mhm. fédération rassemble 49 organismes membres. À l'issue de cette première rencontre au sommet, quelles sont vos impressions? Avez-vous atteint vos objectifs? Oui, par rapport au sommet, nous avons atteint nos objectifs en tant que réseau en immigration francophone parce que notre objectif, c'était vraiment de pouvoir, premièrement, valoriser le travail qui est fait sur terrain. On n'en parlera jamais assez. Le travail que les intervenants font tous les jours pour toucher des vies, pour aider, tenir la main dans la main les différents immigrants et migrantes qui arrivent, les accompagner dans leur parcours et surtout aussi écouter, partager les bonnes pratiques. Mais évidemment, on a aussi eu à passer des instants des réflexions stratégiques communautaires pour dire, OK, où est-ce que nous avançons en tant que secteur, en tant qu'écosystème, quels sont les dispositifs qui sont mis en place pour continuer à soutenir et faire avancer cette cause de l'immigration francophone en Colombie-Britannique. Donc, en tant qu'organisme hôte qui abrite en son sein le réseau d'immigration francophone, je pense que la fédération était bien fière d'elle d'avoir accompagné les réseaux d'immigration francophone à pouvoir avoir ces rendez-vous avec les intervenants pour qu'ils puissent s'exprimer. Parlons des activités qui ont été déroulées au cours de ce sommet. Plusieurs activités. Alors, les activités 1, apprendre à accueillir les personnes nouvelles arrivantes sur les territoires non cédés. Qu'est-ce que ça signifie les territoires non cédés? Accueillir ces personnes immigrantes. Pour nous, c'était important, sachant que les territoires, le Canada en soi a une histoire propre à elle. En tant qu'immigrants, immigrantes, nous venons dans un pays qui a une histoire aussi, qui est censée être connue de ces personnes immigrantes qui arrivent avec respect et beaucoup de reconnaissance. Et bien évidemment, il y a les immigrants qui viennent aussi avec leur histoire. C'était de savoir comment, au fait, créer ces ponts entre ces communautés qui accueillent, si je peux le dire de cette manière-là, les communautés autochtones qui accueillent tous ces peuples qui viennent s'épanouir dans leur territoire et ces peuples qui arrivent venant de partout. C'était pour nous une occasion de pouvoir écouter un elder, comme on l'appelle, elder Norm Leach, qui est venu nous partager l'histoire de son peuple avec sa perspective, bien évidemment, où il nous a encouragés vraiment dans des connexions tout en connaissant, en favorisant l'apprentissage, l'écoute et vraiment la reconnaissance, bien évidemment, des terres dans lesquelles les peuples s'établissent. Donc, c'était extraordinaire ces moments que nous avons passés avec cette partie, ces blocs de cette journée qui a vraiment marqué des mémoires, qui a beaucoup marqué des esprits et qui a laissé en tout cas beaucoup de réflexions continuer jusqu'à ce jour. Et je pense que c'était qu'un début que nous avons commencé et nous voulons encore aller plus loin pour pouvoir non seulement apprendre de cette histoire, mais voir comment nous pouvons collaborer entre les communautés francophones qui viennent s'établir sur des peuples autochtones, sur les L'autre, territoires bien évidemment des peuples autochtones. Oui. effectivement, l'autre activité s'épanouit en région.
De quelle région s'agit-elle? Alors, on a reçu lors de ce bloc la région de Prince-Georges, qui se trouve juste au nord de Vancouver. Et ensuite, on a reçu un organisme qui évolue plus à l'île de Vancouver, c'est la région de Nanaimo. Et nous avons aussi reçu un organisme qui se retrouve aussi, c'est l'AFCI, l'Association francophone du centre de l'île, qui est aussi au niveau de l'île de Vancouver. Et c'est des organismes qui avaient été choisis pour partager leur expérience parce que souvent on remarque que les réalités qui sont vécues d'immigration, par exemple dans des grandes villes comme ou dans les grands Vancouver, est tout à fait différente des réalités qui se passent dans l'île ou bien dans d'autres régions un peu plus éloignées. Et c'est des efforts qui sont faits, qui sont mis en œuvre pour renforcer les parcours d'intégration. Et c'était une occasion pour nous de les écouter, d'entendre leur histoire, les partager des bonnes pratiques, comment ils font pour pouvoir accompagner et soutenir l'immigration. Par moments, c'est sans financement. Par moments, c'est avec des financements. Les plus importants, c'est voir comment ces personnes sont dévouées pour pouvoir faire avancer la cause de l'immigration. Chacun a raconté son expérience avec vraiment sa propre lentille, avec son temps, et ça a vraiment aidé à avoir une perspective un peu plus large. Et voilà, c'était vraiment un moment d'échange très, très, très pertinent qui a suscité un grand intérêt vis-à-vis des participants qui étaient présents. Et je voulais aussi préciser que la Colombie-Britannique, on a, je sais pas si vous avez déjà entendu parler d'un projet qui est financé par IRCC, c'est le projet des communautés francophones accueillantes. Et c'est un projet qui avait commencé à l'époque comme projet expérimental et qui a fait ses preuves. Et depuis cette année, disons cette année fiscale qui a commencé, l'année fiscale passée, la Colombie-Britannique s'est vue octroyer une autre communauté accueillante. Donc, on a commencé au départ par Prince-Georges. Ensuite, il y a eu un déploiement à Nanaimo pour se dire comment faire pour favoriser un bon accueil au niveau des régions. On veut vraiment se rassurer que les immigrants qui arrivent, que ce soit à Vancouver, mais qui arrivent aussi en région, soient aussi bien accueillis, qu'il y ait un dispositif mis en place assez costaud pour pouvoir le permettre de les accueillir et de les accompagner. Donc, c'est des expériences où on a entendu parler des coordonnateurs de ces projets qui travaillent pour dire voilà. Et c'est un projet où chaque région écrit un modèle qui est propre à sa région, un modèle d'accueil propre à sa région pour pouvoir mieux accueillir ces immigrants qui s'établissent dans leur région. Très bien, parlons maintenant de l'activité 3 qui portait sur l'histoire d'intégration à succès et tout tantôt vous avez parlé de l'expérience. Est-ce que votre intégration en Colombie-Britannique a toujours été un succès, Orly? Là, vous parlez de mon expérience personnelle Oui, c'est ça. ou bien, s'il faut parler de mon expérience personnelle, je dirais que non. C'était un parcours qui était fait de beaucoup d'embûches, beaucoup de défis. Il est arrivé de moments où, bien évidemment, on a trébuché, mais heureusement que on a fait appel à la résilience pour pouvoir nous relever et continuer notre bout de chemin. Vraiment pour dire, moi, personnellement, je suis arrivée en Colombie-Britannique en période pandémique en 2020 en tant qu'immigrante venant tout droit du pays. J'attendais mon deuxième fils. C'était pas du tout pas facile. Vous venez dans un environnement majoritairement anglophone où j'avais même l'incapacité de pouvoir consulter, faire des consultations prénatales en m'exprimant convenablement parce que j'avais des difficultés à parler la langue. Donc, c'était vraiment pas facile pour moi. J'avais tout laissé derrière pour tout recommencer. Et ça, c'est mon histoire à moi. Mais il faut dire que pendant les blocs où nous avons entendu aussi d'autres bénéficiaires, nous avons eu l'occasion d'écouter des différentes histoires à succès, des différentes histoires faites des défis, mais aussi des succès.
Et c'était des histoires aussi qui a été marquées par le travail que font les intervenants, les acteurs en immigration de terrain. Et donc, c'était ce qui avait marqué ce bloc-là, où nous avons, en tant qu'immigrants, partagé notre parcours personnel d'immigration. Pour certains, ils ont commencé dès leur arrivée à l'aéroport. Pour d'autres, c'est au moment où ils avaient rencontré l'agent d'établissement. Pour d'autres, c'est, voilà, il arrivait, c'était des coups de téléphone pour seulement poser des questions. Mais c'est très important de voir, de pouvoir reconnaître, valoriser ces vaillantes personnes des fois qui travaillent au-delà des heures conventionnelles pour pouvoir justement aider ces personnes. Parce qu'ici, on parle d'humain, on parle d'histoire de vie, on parle des familles. Et je vais vraiment vous rassurer que le fait de sentir que vous avez une personne à votre écoute qui vous tend la main, ne fût-ce que même pour vous donner une adresse d'un shop qui va vous permettre de retrouver, par exemple, les mets de chez vous, mais ça vous change toute la vie. Le fait juste d'avoir une personne qui va vous dire, voilà où vous pouvez inscrire vos enfants, ça change toute votre vie. Ou une personne qui va vous dire, voilà, on va vous aider à trouver un logement, ou on va vous accompagner à trouver de l'emploi, ça change complètement votre vie. Moi, je suis arrivée, je n'avais pas de support, je ne savais même pas que la communauté francophone existait, encore moins les services francophones existaient. Je suis tombée par hasard sur l'information, mais c'était justement aussi une grâce pour moi de tomber sur cette information et dès lors, j'en ai reçu bien évidemment un impact positif, raison pour laquelle je suis là en face de vous pour parler aussi de mon histoire. Alors, si je comprends bien, le réseau vous a été très utile dans votre intégration. C'est pour ces raisons que vous en êtes devenu membre, c'est ça? Oui, je suis passionnée personnellement parce que j'essaye de rendre à ma communauté immigrante ce que j'aurais voulu recevoir, ce que j'ai eu à recevoir. Et c'est très important de travailler à plusieurs, mettre les efforts ensemble. Pour moi, c'est toujours important pour moi de mettre une pierre à l'édifice pour pouvoir avancer. Et effectivement, le travail du réseau, en fait, les réseaux en immigration, c'est un regroupement de plusieurs organisations qui travaillent main dans la main pour soutenir le parcours d'intégration francophone des immigrants en Colombie-Britannique. Donc, c'est vraiment ces acteurs terrain, chacun dans son domaine bien spécifique, avec son mandat spécifique, mais c'est vraiment de voir comment ces continuums de services est mis en place pour pouvoir soutenir les migrants. Parlons de l'activité 4, planification stratégique en immigration 2025-2028. La Mhm. planification Alors, stratégique, c'est oui. OK. Donc, comme je disais, les réseaux d'immigration francophone, c'est un espace provincial de concertation qui réunit les différents acteurs en immigration. Et la planification stratégique, c'est un moyen qui permet à ce que ces acteurs-là puissent exprimer au fait leurs besoins, leurs actions, ou bien leur mettre en place leur stratégie pour pouvoir poser des actions concrètes pour faire avancer d'une manière ou d'une autre l'immigration. Que ce soit pour des questions de visibilité, que ce soit pour des questions de sensibilisation, d'accompagnement d'immigrants. Donc, ça va des services directs aux services indirects et ça va des différents acteurs, chacun dans des domaines bien spécifiques, avec des axes bien spécifiques. Donc, nous avons enclenché ce processus des réflexions stratégiques communautaires où ces différents acteurs veulent réfléchir pour dire, voilà, comment se porte notre écosystème, de quoi elle est constituée, comment nous faisons pour pouvoir soutenir le réseau en immigration francophone et que chacun mette sur table ses forces pour pouvoir justement aller avancer, aller plus loin. Parce que là, il faut dire, les régions d'immigration francophone a un mandat provincial. Donc, il n'est pas question seulement d'une seule région. Donc, ici, on veut se rassurer que les immigrants, sur toute l'étendue du territoire, soient accueillis et puissent bénéficier des services qui pourront les aider à mieux s'intégrer en Colombie-Britannique ou bien les aider dans leur parcours d'immigration. Nous allons souffler un peu la musique, le temps de prendre une petite pause et de revenir juste après.
pas moyen dans la vie, oh. Il faut simplement débrouiller, oh. Débrouiller, c'est ça la vie. Gabon, ma partie Congo. Congo, ma partie Congo encore. Zaïre partie Lomé. Y'a pas moyen. Lomé, ma partie Mali. Chez mon ami Diallo. Quitte Mali, ma partie Burkina Faso. Y'a pas moyen. Burkina, ma tombé Côte d'Ivoire. Aya Moussoukou. Avec Kédou, Aroni pour Nigeria. Y'a pas moyen. Lagos, c'est ma partie Sénégal. Adakale. Décide de m'en traverser par comme tomber Paris. Mon ami, tout fait moi là-bas. Travailleurs émigrés. Travailleurs émigrés. Travailleurs émigrés. Travailleurs émigrés. Yeah. Auditrices, auditeurs à travers le monde, vous qui prenez le train en marche, je rappelle que notre émission hebdomadaire porte sur les activités d'immigration en Colombie-Britannique et notre invité est Orly Moulanga Palombe, gestionnaire du réseau en immigration francophone de la Colombie-Britannique. Orly, malgré les efforts déployés par votre réseau, il y a des immigrants qui estiment qu'il y a un manque de visibilité de la francophonie. Par exemple, ils disent que la francophonie est peu visible dans l'espace public, une faible présence médiatique francophone, un peu de ressources culturelles en français, un sentiment d'être invisible dans la société majoritaire anglophone. Qu'en pensez-vous? Effectivement, c'est une réalité. Le contexte dans lequel nous on évolue en Colombie-Britannique, on est vraiment dans un contexte minoritaire. C'est nos communautés en situation minoritaire, bien évidemment. C'est pour ça qu'on essaie de pouvoir déployer des efforts pour rendre visibles nos communautés francophones qui existent, qui se sont établies depuis plusieurs années, mais qui a besoin effectivement d'une visibilité. Raison pour laquelle on est là, pour pouvoir parler, dire aux immigrants que la communauté francophone existe en Colombie-Britannique. Je vous ai parlé de mon expérience. Quand je suis arrivée, je ne savais pas que ça existait, qu'il y avait une communauté francophone qui pouvait m'accueillir et dans lequel je pouvais m'établir, m'épanouir aussi. Je ne savais pas que je pouvais travailler en français en Colombie-Britannique, mais c'est justement grâce au contact que j'ai eu avec la communauté francophone que j'ai su qu'il y avait une large gamme d'organismes ou une large gamme de services qui a été mise en place, déployée pour les immigrants, mais pas seulement pour les immigrants, mais pour la communauté francophone de manière globale. Donc ça, c'est très important, c'est une réalité, mais je veux aussi vous rassurer que les organismes travaillent d'arrache-pied pour pouvoir se rendre visibles, pour pouvoir justement faire entendre leur voix, pour partager leurs expériences. Donc, c'est vraiment un effort collectif qui est mis en place que nous n'allons pas nier. Mais effectivement, le travail continue et nous continuons à mettre des stratégies en place pour continuer à faire avancer l'immigration francophone. Autre fléau, les immigrants francophones, en particulier les personnes racisées ou originaires d'Afrique subsaharienne, des Caraïbes ou du Maghreb peuvent faire face au racisme, à la discrimination en emploi ou logement, à des préjugés liés à l'accent ou à l'origine culturelle. Comment votre réseau fait-il face à ces réalités? Ben, ce sont des réalités malheureusement qui est vécue par nos communautés, surtout nos communautés ethnoculturelles, les communautés, surtout pour les communautés racialisées. Mais ce que nous faisons à travers en tant que réseau, que ce soit en tant que réseau, que ce soit en tant que fédération, c'est de mettre en place des actions déjà pour pouvoir réfléchir ensemble. Là, par exemple, nous avons un groupe de travail anti-racisme où il y a ces différents acteurs qui réfléchissent tous les jours pour pouvoir faire remonter les différentes réalités. Il y a des consultations communautaires aussi qui sont faites pour pouvoir écouter les populations qui sont victimes, par exemple, de racisme ou de discrimination,
et réfléchir aussi ensemble de manière vraiment collective pour pouvoir dire quelles sont les actions que nous pouvons mener euh, pour lutter contre, contre ces genres d'attitudes ou bien cette réalité malheureuse que nos communautés, surtout des communautés de minorités visibles, vivent en Colombie-Britannique. Donc, des actions sont mises en place. Il y a des plans, des plans d'action qui sont mis en place, des plans d'action anti-racisme. Nous avons eu à mettre aussi en place la charte anti-racisme qui a été signée par les membres, par exemple, de la Fédération francophone de la Colombie-Britannique. Donc, il y a une adhésion collective c'est de pouvoir lutter ensemble contre la discrimination et contre les racismes. Ça, c'est vraiment une volonté collective qui a été manifestée et nous, là, présentement, nous travaillons d'arrache-pied pour sensibiliser, mais à tous les niveaux. Mais je vais vous rassurer que c'est un effort collectif qu'il faut entreprendre. J'ai une question d'un auditeur, question de Jasmin depuis le Sénégal, qui a dit comment votre organisation facilite-t-il l'intégration des personnes immigrantes dans votre communauté? Alors, ce qu'il faut savoir, nous, en tant que réseau en immigration, on n'offre pas des services aux immigrants. C'est que nous faisons, nous avons des organismes qui sont membres de notre réseau qui ont ce mandat-là. Donc, supposer qu'un immigrant arrive en Colombie-Britannique, c'est que nous allons le recommander, on va le référer auprès de ces organismes-là qui, eux, en fonction du besoin des immigrants, ils sont mieux placés pour pouvoir adresser ou bien répondre aux besoins de cet immigrant-là. Si l'immigrant a des besoins, par exemple, de logement, il y a des organismes et des agents d'établissement, des personnels de première ligne qui sont spécialisés pour accompagner ces personnes. Si c'est des questions, par exemple, liées à l'éducation, on a le conseil scolaire francophone qui est là aussi avec un dispositif énorme pour pouvoir justement soutenir les immigrants. S'il s'agit d'employabilité, on a la Société de développement économique qui est là et d'autres intervenants aussi qui interviennent dans l'employabilité. On a les relais francophones, par exemple. On a Éducacentre aussi qui travaille là-dessus. Et ce sont ces organismes-là qui ont eu à bénéficier des financements pour pouvoir aider les immigrants. Mais au-delà de tout, on a toute une grande communauté. On a des services des fois spécifiques, que ce soit par rapport aux femmes, que ce soit par rapport à la santé. On a des organismes, par exemple, des juristes d'expression française qui sont là pour aider aussi les immigrants par rapport au sujet qui ont trait à tout ce qui est légal et tout ça, tout ce qui est juridique. Mais il y a justement ces organismes-là qui vont vous aider à entrer en contact avec des spécialistes de droit pour accompagner justement ces immigrants sur différentes questions. Donc, comme je parle vraiment là, je parle d'une large gamme. On a plus d'une trentaine de membres. Comme organisme, on a des organismes ethnoculturels. On a aussi des personnes immigrantes qui viennent siéger pour aussi apporter leur expertise et leur lentille. On a aussi des organismes qui viennent comme des organismes communautaires qui, eux, viennent pour offrir, par exemple, un espace de connexion, d'échange culturel. Et c'est vraiment une large, vraiment très, très, très large. Mais on sait qu'il y a encore du travail à faire. On n'a pas fini à couvrir tous les services et on continue. C'est la raison pour laquelle on est dans ce processus de planification stratégique. Très bien, il y a Romial depuis le Bénin qui dit « Je compte poursuivre mes études au Canada. Est-ce qu'il y a une possibilité de continuer mes études en français en Colombie-Britannique? Est-ce qu'il y a des universités francophones en Colombie-Britannique? » On a des programmes, des universités francophones, il y a des programmes. Je peux peut-être, par exemple, avec l'université Simon Fraser, il y a tout un département en tout cas un département francophone qui accompagne justement, qui offre des programmes en français, qui ont des programmes pour soutenir, encourager des étudiants d'expression française. Et il y a aussi à Prince George aussi
si je ne m'abuse, une université aussi, l'université à Prince-Georges aussi, qui, euh, qui a de programmes aussi en français. Je sais aussi qu'il y a à UBC, il y a tout un département aussi. Donc, ce n'est pas, tu peux pas dire que c'est une université francophone, mais c'est des universités où vous pouvez retrouver des programmes en français, des départements où c'est vraiment spécifique ou spécialisé pour les Français. Donc, en tout cas, les étudiants qui sont intéressés à venir quand ils peuvent faire les recherches. On a des chercheurs francophones, par exemple, au réseau de l'immigration. On a des professeurs francophones qui sont là justement pour aider. Mais voilà, c'est ce que je peux dire parce que voilà. Parlons des obstacles liés à l'immigration économique. Certains immigrants francophones arrivent via des programmes destinés à attirer des travailleurs bilingues, mais ils se trouvent confrontés à certains obstacles. Entre autres, les emplois bilingues sont peu nombreux. Ils se retrouvent dans des emplois qui ne requièrent pas nécessairement le français. Les attentes ne sont pas toujours alignées avec les réalités du marché du travail. Est-ce que vous connaissez ces réalités-là au niveau du réseau? Et comment faites-vous pour trouver des solutions à cela? Effectivement, ce sont des réalités qui sont vécues par le fait que la province déjà en soi n'a pas des politiques, il n'y a pas de politique provinciale francophone ou bien il n'y a pas une politique en immigration francophone bien spécifique. On n'est pas encore arrivé à ces niveaux, on espère qu'on pourra y arriver. C'est des réalités parce que voilà, la Colombie-Britannique est majoritairement anglophone. Mais par exemple, dans notre réseau, ce qu'on essaie de faire, c'est d'organiser par exemple des formations de langue pour permettre par exemple aux francophones qui viennent d'avoir un certain niveau, par exemple d'anglais, pour lui permettre de se présenter avec l'anglais et le français comme atout. Mais moi, j'aime dire aussi aux immigrants que il n'y a pas que les secteurs anglophones, il y a une communauté francophone qui offre aussi des opportunités. Moi, je vous ai dit que je travaille 100% en français et je suis très chanceuse. Je suis très reconnaissante de pouvoir travailler en français en Colombie-Britannique et raison pour laquelle on essaye de favoriser aussi l'intégration économique dans nos communautés francophones, mais pour les immigrants francophones qui viennent, qui veulent aussi s'intégrer, effectivement, il y a la Société de développement économique, il y a tous ces organismes qui développent qui ont des programmes pour soutenir ces immigrants à avoir un certain niveau pour leur permettre d'être aussi accessibles au marché du travail. Il y a Marlise depuis Vancouver. Elle dit, je viens d'arriver, ça fait environ 6 mois que je suis là. Et puis, je suis content d'apprendre qu'il y a un réseau qui s'occupe des questions des immigrants francophones. Mais pose la question suivante, comment puis-je bénéficier de vos programmes? Est-ce qu'il faut absolument devenir membre pour en bénéficier? Non. Si la personne est immigrante, moi, je recommanderais la personne, pareil, à visiter notre site web www.rivcb.ca. Et là, elle verra tous ces organismes-là et elle pourra aller cliquer pour voir dans ce que chaque organisme fait. Ils ont leur porte qui lui seront ouvertes et qu'elle n'hésite pas d'entrer en contact avec ces organismes qui sont justement là pour les immigrants, pour les accompagner. Donc, c'est ce que moi, je lui recommanderais. Si je ne sais pas lui faire toute une liste là maintenant, mais moi, je l'inviterai à aller dans nos réseaux ou bien au site web de la Fédération francophone de la Colombie-Britannique. Ou bien encore, il y a le site de l'annuaire de services en français qui existe, que la Fédération a mis en place comme ce portail commun qui va permettre aux francophones de manière globale d'avoir toutes les informations, que ce soit en immigration, que ce soit des informations en rapport avec d'autres services ou bien d'autres communautés sur toute l'étendue de la Colombie. Et il y a des contacts, on a aussi les répertoires de services où nous avons répertorié un bon nombre d'organismes avec leurs coordonnées
les différents services qu'ils offrent. Donc, qu'elle n'hésite pas d'aller cliquer dans notre site du RIF. Elle verra le répertoire et qu'elle fasse la recherche par rapport à l'annuaire de service en français de la Colombie-Britannique. Elle verra les offres d'emploi qui existent. Elle verra, elle pourra visiter parce qu'il y a toute une partie interactive par région où elle peut voir dans cette région-là quels sont les services, quelles sont les communautés qui existent, les services qui sont disponibles. Et je l'encouragerai en tout cas à entrer en contact avec eux ou bien nous écrire. On pourra toujours voir comment est-ce qu'on pourra les référer à ces organismes-là. Mais en tout cas, n'hésitez pas d'aller directement dans ces sites-là et de contacter ces organismes. J'espère que Marlise a noté ses réponses aussi claires et précises. Selon des analystes, Vancouver est l'une des villes les plus chères en Amérique du Nord. Le logement est particulièrement difficile d'accès pour les nouveaux arrivants, ce qui peut accentuer la précarité, l'instabilité, les inégalités économiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces analystes-là qui estiment que votre région est la plus chère en Amérique du Nord? Oui, c'est ce que les gens disent, c'est ce qu'on dit, qu'on a aussi constaté. Mais effectivement, c'est possible. Ça, c'est des questions qui échappent à l'immigration, que nous, en tant qu'acteurs de l'immigration, nous ne pouvons pas maîtriser parce que ce sont des facteurs économiques et tout ça. Il y a tout un ministère qui consacre des efforts, qui met en place des efforts justement pour pouvoir aider toute la population. Ça, je pense que c'est une situation qui est globale. Mais s'il faut parler seulement de la Colombie-Britannique, il y a des gens qui vivent en Colombie-Britannique et qui s'y épanouissent en tant qu'immigrants. Moi, je conseillerais aux personnes qui seraient intéressées de venir. Il n'y a pas que Vancouver, il y a Prince George, il y a Nanaimo, il y a Kelowna, il y a plusieurs régions. Donc, de ne pas se limiter. Il y a Chilliwack. Il y a Abbotsford, il y a plusieurs régions, donc il n'y a pas que Vancouver. Et voilà, tout dépend de ce que la personne recherche, tout dépend des objectifs. Donc, c'est difficile. Le besoin des immigrants sont des fois larges, c'est des fois complexe, mais à la fin de la journée, la décision appartient à l'immigrant. Très bien. Vous avez tenu le 10 novembre dernier votre Assemblée générale annuelle 2025. Quelles sont les grandes lignes à l'issue de cette Assemblée? Quelles sont les grandes lignes pour les perspectives? Là, peut-être que je laisserai cette question à ma directrice ou à ma présidente de la fédération, sachant en plus que en ce moment-là, j'étais dans une autre activité liée à la Semaine nationale de l'immigration. Mais ce que moi, je veux vous rassurer juste par rapport à cette journée, c'est que ça, c'était vraiment à un niveau un peu plus global c'est pas seulement l'immigration, c'était pas seulement des questions liées à l'immigration, mais c'était plutôt lié aux réalités de la francophonie de manière globale. Et voilà, il y avait des organismes membres de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique qui se sont réunis pour pouvoir réfléchir ensemble sur les enjeux, là, de la francophonie, pas des enjeux seulement de l'immigration, mais de la francophonie, comment faire pour pouvoir avancer, répondre aux besoins, comment soutenir nos organismes, justement, qui travaillent, qui mettent en œuvre leurs dispositifs pour pouvoir assurer surtout la vitalité de nos communautés francophones en situation minoritaire. Donc, c'est des réflexions qui ont été menées, c'est des échanges aussi statutaires, aussi bien évidemment, qui se sont aussi passés. Donc, c'est des échanges. Mais si vous voulez beaucoup de précisions dans le détail, je laisserai la primeur à ma directrice ou bien à ma présidente. D'accord, la présidente sera invitée pour nous en parler davantage. Mais toujours est-il que lors de cette assemblée générale, vous allez parler du processus de modernisation et de gouvernance de la fédération. Oui. En tant que gestionnaire, vous avez quand même une idée. Je laisserai. En fait, le processus de manière globale, la fédération se rassure de pouvoir avoir ce processus de concertation communautaire.
parce que la fédération, c'est justement ces mécanismes-là qui permettent à la communauté de pouvoir dialoguer, de pouvoir échanger sur, bien évidemment, les questions des gouvernances des organismes francophones, que ce soit de la fédération en soi en tant qu'organisme porte-parole de la francophonie. Mais effectivement, je veux vraiment, pour me limiter que là, je dirais que les actions sont mises en place, et qu'il y a des avancées qui sont positives, des avancées, des concertations de manière collective, des résolutions. Ce qui est bien dans ces rencontres-là, c'est qu'à la fin de la journée, c'est des résolutions qui vous permettent de faire avancer votre cause de la francophonie. Parce qu'ici, on parle des communautés en situation minoritaire. Donc, nous, on veut parler des enjeux, comment faire pour que nos communautés en situation minoritaire, peu importe où ils se trouvent dans la communauté, puissent se rassurer que les francophones puissent se retrouver dans ces régions-là. Quelles sont les réalités? Parce que les réalités qui se passent à Vancouver ou bien dans les grands Vancouver ne sera pas les mêmes réalités que d'autres communautés qui se font en région. Donc, cet espace-là est offert. Il faut aussi effectivement des questions liées à la gouvernance, aussi bien évidemment de la structure. Et c'est des réflexions positives qui sont mises en place pour pouvoir garantir la survie de notre communauté francophone en situation minoritaire en Colombie-Britannique. Orly, quel message pour les personnes qui projettent, les personnes immigrantes qui veulent partir par exemple de l'Afrique, de la République démocratique du Congo, c'est un exemple pour venir s'installer en Colombie-Britannique. Quel message pour ces personnes-là? Est-ce que vous les encouragez ou vous les découragez compte tenu de tout ce que nous avons élaboré tantôt par rapport au racisme, la difficulté de trouver un emploi parce qu'on est francophone, etc. Je sais pas s'il faut parler d'un rêve ou bien de l'ambition de pouvoir immigrer n'est pas souvent motivé par soit des pensées négatives. Je pense que c'est une bonne motivation d'aspirer pour des raisons ou une autre. Chacun a son parcours, chacun a son histoire, chacun a sa motivation qui lui pousse à changer des territoires, à changer de pays. Pour ceux qui veulent immigrer au Canada pour quelque raison que ce soit, moi je leur demanderais juste d'être bien conseillés parce qu'on sait qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'abus en matière d'immigration. Donc de bien réfléchir, prendre le temps de bien se renseigner, d'avoir la bonne information. Et la bonne information, vous l'aurez dans le site officiel du ministère IRCC et aussi auprès des conseillers en immigration. N'hésitez pas de vous faire conseiller par des personnels certifiés en immigration qui vous donneront la vraie information. Donc, ne pas se lancer à l'aventure, mais bien réfléchir. C'est pas des fois l'Eldorado ou bien les paradis comme certains le pensent. C'est un parcours qui est fait des défis, mais si vous avez un objectif qui vous pousse à pouvoir franchir ou quitter vos frontières, dépasser vos frontières, certainement que vous trouverez ce que vous recherchez à la fin de la journée. Donc, c'est ça. Je sais pas. J'encouragerais ceux qui ont une vision claire de ce qu'ils recherchent et je découragerais ceux qui veulent aller à l'aventure. Très bien. Orly, nous annonçons la dernière ligne droite de cette émission. À quand le prochain sommet de votre organisation? Alors, certainement, le prochain sommet d'immigration, ça sera l'année prochaine en 2026. Donc, je vous donne rendez-vous en 2026 et on va incessamment communiquer avec vous pour vous donner la date précise. Mais restez connectés à nos différents canaux de communication, réseaux sociaux, sites web. Vous aurez certainement la date exacte de la prochaine rencontre, mais certainement, ça sera l'année prochaine. C'est entendu, Immigration FM, tu se dis toujours prêt à vous accompagner dans toutes vos activités. C'est ici que prend fin notre émission hebdomadaire de ce samedi 15 novembre 2025. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes gestionnaire du réseau en immigration francophone de
la Colombie-Britannique. Retrouvez cette émission sur toutes nos plateformes et réseaux sociaux. À la présentation, Norbert, à la technique, Alain. Au revoir, Oli. Au revoir Norbert, merci. À la prochaine. C'était un plaisir. Ade, aba, ade, aba, ade, aba, ade.